Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale car imaginons que vous n'avez pas eu le temps de suivre ce qui s'est passé dans le monde du catch cette année. Peut-être que vous étiez très occupé, peut-être que vous étiez dans l'espace, peut-être que vous avez fait une grosse sieste. Et bien voici un top 5 des faits marquants de l'année. Et 2022 a clairement été une année historique dans le monde du catch. Donc aujourd'hui on va notamment revenir sur des retours, des départs, des blessures, une bagarre en coulisses et même un tracteur. Mais encore une fois, très rapidement au passage, je tiens à vous remercier pour votre soutien, encore une fois cette année en 2022. Et pour info, il faut savoir que Catch Club va bientôt fêter ses 5 ans, le 28 janvier 2023, le soir du Royal Rumble. Et tout ça, c'est uniquement grâce à vous, grâce à toutes les personnes qui regardent mes vidéos, qui viennent sur mes lives, toutes les personnes qui like, qui commentent, qui partagent. Donc merci tout le monde, et j'espère qu'on va continuer et qu'on va repartir direction les 10 ans maintenant. Allez, c'est parti pour ce top 5 des faits marquants de l'année 2022 et on va démarrer en numéro 5 avec des blessures. Alors bien entendu, il y a eu malheureusement plein de blessures en 2022, mais j'en ai sélectionné 2 en particulier. Il s'agit de Randy Orton et de Big E. Alors concernant Big E, ça s'est passé le 11 mars 2022 lors d'un match par équipe à SmackDown où malheureusement Ridge Holland a tenté une souplesse, une belly-to-belly over the head suplex à Big E à l'extérieur du ring. Mais malheureusement Ridge Holland a raté sa souplesse et Big E est retombé directement sur la tête, sur la nuque et il s'est gravement blessé. Donc Big E a été transporté à l'hôpital, il a passé des tests et derrière il nous a expliqué sur internet qu'en fait il a le cou cassé et il souffre de fractures au niveau de 2 vertèbres cervicales. Et les médecins lui ont dit qu'il a échappé belle car apparemment d'après ses médecins, Big E aurait pu mourir ou finir paralysé. Et donc depuis mars 2022 par rapport à Big E, on attend, car Big E nous a lui-même expliqué sur Twitter qu'en fait pour le moment, il doit attendre, il doit se remettre et il passera à nouveau des tests en mars 2023 et c'est à ce moment-là qu'on aura une nouvelle mise à jour de la part de ses médecins et potentiellement qu'on saura si Big E pourra remonter sur les rings ou pas, car pour le moment son retour sur les rings n'est vraiment pas garanti, et ça dépend des résultats de ses prochains tests, donc bien entendu on croise les doigts pour Big E. Mais Big E n'est pas la seule grande superstar WWE qui a dû s'absenter cette année, car au mois de mai 2022, on avait Randy Orton qui était dans une magnifique storyline avec Riddle, et qui avait également une feud avec les Usos. Et après un match par équipe, la WWE a déclaré que Randy Orton est blessé au niveau du dos, et donc il va devoir s'absenter. Et à la base, tout ça était vrai, mais à la base, d'après les médias américains, les officiels en coulisses pensaient que Randy Orton souffrait d'une petite blessure au niveau du dos et qu'il reviendrait sur les rings assez rapidement. Sauf qu'au final, une fois que Randy Orton a effectué sa pause, les médecins se sont rendus compte que ses problèmes au niveau du dos étaient bien plus graves que prévu et que Randy Orton devrait potentiellement se faire opérer. Et donc depuis le mois de mai, nous n'avions quasiment aucune mise à jour par rapport à Randy Orton, mais il y a quelques semaines, il y a moins d'un mois, nous avons le média américain Fightful qui nous a confirmé que Randy Orton s'est bien fait opérer au niveau du dos, il a subi une sorte de fusion lombaire, et donc pour le moment, nous ne savons pas quand Randy Orton va remonter sur les rings, et nous ne savons pas vraiment si Randy Orton pourra remonter sur les rings. Il est un petit peu dans le même cas que Big E, dorénavant il doit attendre, et il devra passer à nouveau des tests dans quelques mois, pour voir s'il peut catcher ou pas. Donc tout comme pour Big E, bien entendu on croise les doigts pour Randy Orton, et on espère revoir ces 2 superstars le plus rapidement possible, et surtout en pleine forme, avec aucun souci de santé. Et donc après les blessures, en numéro 4, on va passer au retour, et là on va s'intéresser à 2 superstars, Cody Rhodes et Bray Wyatt. Donc tout démarre en début d'année 2022, quand des médias américains nous informent qu'apparemment, le contrat de Cody Rhodes avec la AEW va prendre fin, et Cody Rhodes pourrait ne pas re-signer avec la AEW, alors que c'est l'une des superstars majeures de la fédération. Il est là depuis le départ, il fait partie des piliers du projet, et c'est également un des vice-présidents exécutifs de la fédération. Mais au final, courant janvier, c'est confirmé par plusieurs médias américains, Cody Rhodes quitte la AEW, il n'a pas réussi à se mettre d'accord avec Tony Khan pour un nouveau contrat, et donc Cody Rhodes va retourner à la WWE. Et là, à ce moment-là, ça nous paraissait totalement fou. On ne pensait pas que quelqu'un comme Cody, qui a quitté lui-même la WWE et qui est devenu une méga star en dehors de la fédération, pourrait revenir un jour. Mais petit à petit, on a de plus en plus de détails, les choses se confirment. Et donc le week-end de WrestleMania 38 arrive, et lors de ce week-end, Seth Rollins doit avoir un match contre un partenaire surprise. On l'attendait tous, on l'a eu, et c'était l'un des meilleurs moments de l'année. Cody Rhodes a effectué son retour, tel un prince, lors de WrestleMania. C'était magnifique. Et derrière, Cody Rhodes a enchaîné avec une superbe rivalité contre Seth Rollins. On a eu 3 matchs, 3 belles victoires pour Cody. Et surtout ce Hell in a Cell match Cody Rhodes contre Seth Rollins,
où Cody arrive, il enlève sa veste et on était tous choqués de voir dans quel état se retrouvait Cody Rhodes, mais malgré tout, il nous a sorti un très grand match face à Seth Rollins. Donc l'histoire de Cody Rhodes, c'est l'une de ces belles histoires dans le monde du catch qui nous prouve encore une fois que tout est possible. Et je rappelle que Cody Rhodes va bientôt effectuer son retour, et lundi dernier lors du Raw Best Of, il a effectué une petite interview pour nous dire que quand il sera de retour, il a toujours le même objectif, il a un objectif, il vise quelque chose qu'il n'a jamais eu, et rien ne pourra l'arrêter. Donc en gros, apparemment, dès son retour, Cody Rhodes va viser le titre de champion du monde. Mais Cody n'est pas le seul qui nous a fait rêver cette année, car il y a un autre retour qu'on attendait tous depuis des mois du côté de la WWE, et certains commençaient à même perdre espoir, mais au final, c'est bien arrivé, et tout a commencé avec un petit lapin blanc, un lapin blanc qui s'est transformé en une des storylines les plus divertissantes de la WWE de ces 20 dernières années, je dirais personnellement. Car pour le retour de Bray Wyatt, la WWE nous a vraiment présenté ça d'une manière différente et d'une manière qu'on n'avait jamais vue auparavant, notamment avec ces petits QR codes qui nous menaient vers des indices, ce qui fait que pendant plusieurs semaines on s'est transformé en enquêteur, tout le monde menait son enquête, donc c'était passionnant, c'était prenant, et ça nous forçait également à regarder Raw et SmackDown avec attention, car à tout moment il pouvait y avoir un indice ou un QR code caché, et on ne voulait pas les rater. Et donc derrière, lors de Extreme Rules, alors qu'on pensait que c'était la fin du pay-per-view, on a eu une scène phénoménale, avec les marionnettes de Bray Wyatt qui ont commencé à apparaître à travers la foule. Puis derrière, on a eu une petite vidéo de la Firefly Funhouse. Puis Bray Wyatt a effectué son retour. Et c'était tout simplement l'un des moments de l'année. Alors par contre, depuis son retour, je sais que sa storyline avance très lentement du côté de SmackDown. Et que ça commence un petit peu à frustrer certains fans. Mais Bray Wyatt nous raconte tout simplement une histoire, il y va tranquillement, il y va lentement à son rythme, et je pense que la WWE sait très bien ce qu'elle fait, donc personnellement à l'heure actuelle, je préfère faire confiance à la WWE, vu que ce qu'ils nous ont raconté avec le White Rabbit était vraiment parfait, je pense qu'ils savent ce qu'ils font avec Bray Wyatt. En numéro 3, on va parler de l'une des affaires de l'année, donc on retourne en mai 2022, plus précisément le 16 mai 2022, nous avons un épisode de Raw. Et avant cet épisode, apparemment c'est le bordel en coulisses. Nous avons notamment le média américain Fightful qui nous explique qu'il y aurait des soucis avec Sasha Banks et Naomi. Et ensuite nous avons Raw qui démarre, mais pendant Raw, nous avons les commentateurs qui nous informent que Sasha Banks et Naomi ont quitté l'arène. Et pendant ce temps, la WWE poste également un communiqué de presse officiel. Et dans ce communiqué de presse, ils nous informent que Sasha Banks et Naomi sont allés dans le bureau de John Laurinaitis avec leurs valises. Elles ont pris les titres de championne par équipe, car à ce moment-là, Sasha Banks et Naomi étaient les championnes. Elles ont laissé les ceintures sur le bureau de John Laurinaitis. Puis Sasha Banks et Naomi ont tout simplement quitté l'arène alors que Raw venait de démarrer. Et donc derrière, petit à petit, nous avons des détails qui ont fuité de la part des médias américains. Et donc apparemment Sasha Banks et Naomi étaient mécontentes de leur utilisation à la WWE, et ce 16 mai d'abord, elles ont eu une conversation avec Vince McMahon, mais apparemment la conversation ne s'est pas passée comme elles le souhaitaient, donc derrière, elles sont retournées dans leur vestiaire, elles ont pris leurs valises, leurs titres, elles ont laissé les titres à Laurinaitis, puis elles sont parties. Et donc depuis le mois de mai 2022, Sasha Banks et Naomi ne sont pas réapparues à la WWE, et depuis nous avons simplement des rumeurs. Donc apparemment à un moment les officiels tentaient de discuter avec Sasha Banks et Naomi afin de les faire revenir au sein de la fédération, mais pour le moment ce n'est toujours pas arrivé. Et ces dernières semaines nous avons de nouvelles mises à jour par rapport à Sasha Banks qui est actuellement au Japon et qui devrait faire ses débuts pour la New Japan le 4 janvier prochain. Et en gros, d'après les médias américains, Sasha Banks ne serait plus sous contrat avec la WWE et elle aurait une clause de non-concurrence qui va prendre fin le 1er janvier 2023. Donc à partir du 1er janvier 2023, elle sera libre d'apparaître dans n'importe quelle fédération, elle sera libre d'apparaître où elle le souhaite. Mais par contre, nous ne savons pas si c'est pareil pour Naomi, donc à l'heure actuelle, je ne peux pas vous confirmer si Naomi est toujours sous contrat avec la WWE ou pas. On reste en coulisses pour le numéro 2, mais on va passer du côté de la AEW, le soir de All Out 2022. Alors pour ceux qui connaissent la AEW, vous savez qu'après chaque pay-per-view, il y a une petite conférence de presse où vous avez Tony Khan et les superstars qui répondent aux questions des médias. Et donc lors de la conférence de presse après AEW All Out, nous avons Tony Khan et CM Punk. Et on a un CM Punk qui devrait être heureux, qui vient de remporter le titre de champion du monde, mais à la place, le mec est aigri et vénère comme jamais, et il commence à critiquer plusieurs de ses collègues, notamment Hangman Page, MJF,
Kenny Omega et les Young Bucks. Et CM Punk en profite également au passage pour lancer quelques pics à son ancien meilleur ami, Colt Cabana. Et là, pendant cette interview, on était tous un petit peu choqués, on était tous un petit peu étonnés. Et moi, la question que je me posais, car je regardais cette interview en direct, et je me demandais, mais attends, est-ce que CM Punk est en train de nous worker? Donc est-ce que tout ceci fait partie des storylines? Et en fait, CM Punk est en train de préparer de futures rivalités? Ou alors est-ce que CM Punk est en train de vraiment se lâcher contre ses collègues de la AEW? Eh bien en fait c'était la deuxième option, CM Punk n'était pas du tout en train de préparer des storylines, CM Punk était en train de lâcher tout ce qu'il avait sur le cœur, et le mec en voulait beaucoup, notamment à des personnes comme Hangman Page, Kenny Omega et les Young Bucks. Ce qui fait que quelques instants plus tard, CM Punk retourne dans son vestiaire, et là, malheureusement, c'est le drame. Donc il y a plusieurs versions différentes. Je vais essayer de vous raconter la version la plus objective possible, on va dire, par rapport à tout ce que j'ai lu en ligne. Mais donc, en gros, CM Punk est retourné dans son vestiaire, et là, apparemment, vous avez les membres de The Elite, Kenny Omega et les Young Bucks qui sont venus toquer à son vestiaire. Et donc là, d'après certaines versions, les membres de The Elite étaient plutôt calmes, mais d'après les versions des proches de CM Punk, The Elite ont plus ou moins explosé la porte, et en explosant la porte du vestiaire de CM Punk, ils auraient poussé le petit chien de CM Punk, le pauvre Larry, qui était présent dans les vestiaires. Et donc à ce moment-là, CM Punk se serait senti menacé, car il pensait que les membres de The Elite étaient là pour se battre, et donc CM Punk se serait jeté sur les frères Jackson, notamment sur Nick Jackson, à qui il aurait tenté de mettre une droite. Et donc là, on aurait eu une bagarre générale avec CM Punk et Steel, les Young Bucks et Kenny Omega. Sauf qu'apparemment, dans l'histoire, Kenny Omega ne tentait pas vraiment de se battre, mais lui, son objectif principal, c'était de protéger le petit chien de CM Punk, le petit Larry, pour que personne ne fasse de mal au chien dans le vestiaire. Et pendant que Kenny Omega tentait de protéger Larry, il s'est fait mordre par un être humain, par Ace Steel, qui était là pour couvrir CM Punk. Donc l'histoire est totalement folle, l'histoire est totalement improbable. Personnellement, je suis tellement déçu de voir que des adultes se comportent de cette manière, alors qu'ils devraient simplement travailler ensemble pour élever l'AEW, et là ce n'était pas du tout le cas. Et donc lors des jours suivants, Tony Khan a dû intervenir, et Tony Khan a suspendu toutes ses superstars, donc notamment Kenny Omega, les Young Bucks, CM Punk, et concernant Ace Steel, lui il a tout simplement été viré par la AEW. Donc forcément ça a été un énorme coup dur pour la AEW, car le même soir ils ont perdu leur nouveau champion du monde, CM Punk, et les nouveaux champions trio The Elite. Et ils ont dû un petit peu relancer la fédération, et à ce moment-là, ce sont notamment des personnes comme Jon Moxley qui sont intervenus et qui ont porté la AEW sur leurs épaules. Mais donc depuis petit à petit, les choses commencent à rentrer dans l'ordre. D'abord, vous avez The Elite qui ont enfin effectué leur retour. Par contre, pour le moment, nous n'avons pas vraiment de mise à jour par rapport à CM Punk. D'abord, il faut savoir que lors de All Out, CM Punk s'est blessé et derrière, il a dû se faire opérer. Donc quoi qu'il arrive, il ne peut pas remonter sur les rings apparemment avant 6 à 8 mois. Mais à côté de ça, à l'heure actuelle, nous ne savons pas si CM Punk va réussir à arranger ses problèmes avec la AEW, ce qui fait qu'il pourrait revenir, ou si au final CM Punk va tout simplement quitter la fédération. Mais en tout cas, ces dernières heures, nous avons le membre des FTR, Dax Harwood, qui a effectué une interview où il a demandé à CM Punk, Kenny Omega et les Young Bucks de trouver une solution afin de pouvoir travailler ensemble, afin de pouvoir collaborer, car s'ils y arrivent, Dax Harwood est persuadé qu'ils pourront surélever la AEW et changer le cours de l'histoire du catch pour un long moment. Et donc avant de passer au numéro 1, j'aimerais tout de même citer quelques autres faits marquants qui méritent une petite mention spéciale. Alors d'abord, cette année lors du week-end de WrestleMania, nous avons bien entendu un Hall of Fame qui était magnifique, car nous avons dit Undertaker qui a été intronisé au Hall of Fame, et Taker nous a probablement sorti l'un des plus grands speeches du Hall of Fame de tous les temps. En gros, Taker a pris le micro, et là c'est parti en one-man show, en stand-up pendant une demi-heure, où Taker nous a raconté bien entendu des faits marquants de sa vie, et il a remercié beaucoup de superstars, beaucoup de légendes, et c'était tout simplement passionnant, ce qui fait que justement après le speech de The Undertaker, personnellement lors de mes lives, je vous ai dit que Taker devrait se lancer dans le stand-up, et c'est justement ce que la WWE a fait, car depuis, The Undertaker propose dorénavant un spectacle, un One Dead Man Show, et d'après les reviews, d'après les critiques, c'est vraiment un très bon moment, donc je vous le conseille à tous. Ensuite, comment ne pas mentionner Stone Cold Steve Austin, qui est remonté sur les rings cette année et qui a main eventé la nuit 1 de WrestleMania 38 contre Kevin Owens. C'était un moment incroyable, car nous n'avions plus vu Steve Austin sur les rings depuis 2003, donc 19 ans plus tard. Il effectue son retour, il main event un WrestleMania, et honnêtement en plus, à côté de ça, son match était plus que correct.
Alors honnêtement, je n'ai pas re-regardé WrestleMania depuis le mois d'avril, mais je me souviens que le soir même, quand je voulais commenter sur Twitch, j'étais vraiment diverti par le match de Steve Austin et de Kevin Owens. J'ai trouvé qu'il est bien passé, la foule était totalement dedans. Alors c'était pas le plus grand match de tous les temps, mais en tout cas Steve Austin a largement fait le taf, et à côté de ça, on peut imaginer à quel point c'était un moment incroyable pour Kevin Owens, car je rappelle que quand Kevin Owens était ado et qu'il grandissait, Steve Austin était sa superstar préférée. Quelques années plus tard, il s'est retrouvé à main eventer WrestleMania contre Austin. Ensuite, malheureusement, chaque année, il y a des superstars qui nous quittent, qui décèdent. Et cette année, encore une fois, il y en a eu plusieurs, mais j'aimerais en citer deux en particulier. Tout d'abord, Antonio Inoki, qui est pour info le fondateur de la New Japan, et quelqu'un sans qui tout simplement le monde du catch serait très différent aujourd'hui. Donc malheureusement, Antonio Inoki nous a quitté le 1er octobre 2022, et quelques mois avant ça, nous avons l'un des membres fondateurs de la NWO, quelqu'un également qui a écrit et qui a marqué l'histoire du catch, Scott Hall, qui malheureusement est décédé également. Et on sait que ça a fait vraiment un gros trou, un vide dans le monde du catch, et que ça a été très difficile pour ses amis. On pense notamment à Kevin Nash qui a vécu une année très difficile cette année car il a perdu son meilleur ami Scott Hall. Et il y a quelques semaines, il a également perdu son fils, son jeune garçon qui avait à peine plus de 20 ans. Et les deux sont décédés suite à des problèmes qui sont notamment liés à l'alcool. Ce qui fait que forcément Kevin Nash nous a expliqué que ça a été une année très compliquée pour lui, et on pense à lui. Sans transition, et parce qu'il faut le citer, cette année on a tout de même eu Brock Lesnar qui a soulevé un ring avec un tracteur. Donc pour ceux qui l'ont raté, ça s'est passé lors de SummerSlam 2022 et c'était assez fou comme moment. Et donc pour finir, on a deux mentions spéciales. Tout d'abord, on va acknowledge notre Tribal Chief, notre chef tribal, Roman Reigns, qui enchaîne avec ce règne incroyable, avec ce règne historique. Roman Reigns qui a démarré l'année en tant que champion universel. Ensuite, il a fusionné le titre universel et le titre WWE en battant Brock Lesnar à WrestleMania 38. Et ça fait dorénavant plusieurs années que Roman Reigns est tout simplement invincible en solo. Et personnellement, j'adore l'histoire que Roman Reigns nous raconte avec la Bloodline, avec les Usos. En gros, il y a eu plusieurs épisodes, il y a eu plusieurs passages avec Roman Reigns qui est d'abord venu effectuer un heel turn, prendre les choses en main, Paul Heyman qui l'a rejoint. Derrière, on a eu d'abord toute cette storyline qui a duré plusieurs mois avec Jey Uso, puis Jimmy Uso également qui est rentré dans l'histoire, les Usos qui ont rejoint Roman Reigns. Puis derrière, Roman Reigns a eu plusieurs rivalités ces 3 dernières années avec à peu près tout le monde. Bryan Danielson, Edge, Kevin Owens, il a affronté toutes les superstars de la WWE, Drew McIntyre, etc. Et maintenant, ces derniers mois, Roman Reigns a relancé cette storyline de la Bloodline grâce à quelqu'un d'autre qui mérite une mention spéciale et qui est sûrement le MVP de la WWE cette année. Il s'agit de la personne la plus aussi, Sami Zayn. Sami Zayn est en train de vivre la meilleure année de sa carrière. Et honnêtement, c'était compliqué parce qu'on doutait un petit peu pour Sami Zayn et Kevin Owens en début d'année. Car en début d'année, on a appris qu'ils ont tous les deux re-signé avec la WWE, alors que forcément, ils intéressaient la AEW et ils avaient beaucoup d'amis à la AEW. Donc beaucoup de personnes se demandaient si Sami Zayn et Kevin Owens ont fait le bon choix en restant à la WWE. Mais je pense que les deux superstars nous l'ont prouvé cette année. Et ce nouveau Sami Zayn, qui est devenu Sami Uso, et qui est clairement un membre à part entière de la Bloodline, a totalement relancé cette storyline. Et tout ce que fait Sami Zayn se transforme en or cette année. Donc chapeau à la WWE, chapeau à Roman Reigns, à Sami Zayn, à tous les membres de la Bloodline. Et j'ai vraiment hâte de voir la suite de cette histoire, les prochains épisodes, où on sent un petit peu tous qu'il risque d'y avoir une séparation. Et pourquoi pas la Bloodline qui va éjecter Sami Zayn. Mais je suppose que Sami Zayn pourra compter sur son ami de toujours, Kevin Owens. Et donc on passe au numéro 1 de ce top 5 des faits marquants de l'année 2022. Et là, je n'ai pas eu à réfléchir, je n'ai pas eu à hésiter ou quoi que ce soit. Bien entendu, la réponse était logique, elle était évidente. Cette année, le fait marquant de l'année, et sûrement le fait marquant même de la décennie, c'est le départ de Vince McMahon de la WWE. Et donc tout a démarré vers le mois de juin 2022, quand le Wall Street Journal, qui est un média majeur de la planète, a dévoilé que ces dernières années, Vince McMahon a eu des relations sexuelles consenties
avec des employés de la WWE. Et derrière, une fois que ces relations étaient terminées, eh bien Vince McMahon a fait signer des arrangements à ses employés afin qu'elles ne puissent pas dévoiler quoi que ce soit par rapport aux relations qu'elles ont eues avec Vince McMahon. Donc en gros, en fait, Vince McMahon a acheté à chaque fois leur silence. Et donc je vous laisse les vidéos news que j'avais sorties à l'époque en annotation si vous souhaitez les checker, car il y a tous les détails des révélations par rapport à Vince. Mais donc d'abord, nous avons le Wall Street Journal qui nous a révélé que plusieurs femmes ont signé des arrangements avec Vince McMahon pour justement garder le secret, pour ne pas parler des relations qu'elles ont eues avec Vince. Et donc il y a notamment 4 arrangements qui ont été découverts par rapport à Vince, plusieurs arrangements qui ont été découverts également par rapport à John Laurinaitis, qui aurait fait pareil avec d'autres employés. Et donc Vince McMahon aurait payé plus de 10 millions de sa poche pour justement acheter le silence de ses différentes employés. Mais du coup, une fois que tous ces arrangements ont été découverts, le Wall Street Journal nous a informé que le conseil d'administration de la WWE a lancé une enquête en interne contre Vince McMahon. Donc là, en juin-juillet 2022, on apprend que le conseil d'administration WWE a lancé une enquête contre Vince. Mais ensuite, nous avons également le Wall Street Journal qui nous révèle que l'État fédéral américain a également lancé une enquête contre Vince. Et donc à la base, Vince McMahon s'est retiré de son poste de PDG de la WWE, mais à côté de ça, il continuait à gérer le côté créatif. Donc c'était toujours Vince qui bookait les shows, mais par contre, il s'était éloigné de son rôle de PDG le temps que l'enquête prenne fin. Sauf qu'au final, vu qu'il y avait trop de révélations contre Vince, eh bien le 22 juillet 2022, d'un coup, nous avons Vince McMahon qui poste un message sur Twitter pour nous annoncer qu'il est temps pour lui de prendre sa retraite. Et là, pour vous expliquer à quel point c'est choquant, il faut comprendre que Vince McMahon a racheté la WWE à son papa en 1982. Donc ça faisait 40 ans que c'était Vince McMahon le big boss de la fédération. Vince McMahon a pris la WWE qui était la WWF à l'époque et qui était une fédération régionale et il en a fait la plus grande fédération de catch de la planète et c'est littéralement lui qui décidait de tout depuis 40 ans. Donc vraiment c'était impensable que Vince McMahon quitte la WWE un jour et Eric Bischoff n'arrête pas de le répéter, il était persuadé que Vince McMahon continuerait jusqu'à sa mort. Mais donc au final, depuis le mois de juillet, Vince McMahon est à la retraite et il a été remplacé par 3 personnes car Vince était le PDG de la fédération et dans son rôle de PDG, il a été remplacé par Stephanie McMahon et Nick Khan qui sont dorénavant co-PDG de la WWE. Vince McMahon était également le président du conseil d'administration de la WWE, et à ce poste-là, il a été remplacé uniquement par Stephanie McMahon. Et enfin, Vince était à la tête du processus créatif de la WWE, et dans ce rôle-là, il a été remplacé par Triple H. Donc dorénavant, ce sont Stephanie McMahon, Nick Khan et Triple H qui dirigent la WWE. Et attention, il faut savoir qu'il y a moins d'un mois, nous avons eu un nouvel article de la part du Wall Street Journal, dans lequel nous avons eu 2 informations. La première, c'est qu'il y a 2 femmes qui comptent porter plainte contre Vince McMahon pour agression sexuelle. Donc là, nous sommes dans de nouvelles accusations très différentes de ce qui était ressorti en début d'année, car en début d'année, par rapport aux arrangements, on parlait de relations sexuelles consenties, mais là, ce sont 2 nouvelles affaires où 2 femmes accusent Vince McMahon d'agression sexuelle. Et à côté de ça, dans le même article du Wall Street Journal, eh bien apparemment, d'après leurs sources, certains proches de Vince McMahon ont déclaré que Vince McMahon souhaiterait apparemment effectuer un comeback à la WWE, car il pense qu'il a été mal conseillé par ses proches ces derniers mois, et qu'en fait il n'aurait jamais dû quitter la fédération, car au final les différents scandales auraient été rapidement oubliés. Donc apparemment Vince McMahon souhaiterait potentiellement revenir, peut-être qu'il s'ennuie un petit peu à la retraite, mais en tout cas les médias américains ont été clairs et nets, comme quoi personne en coulisses ne souhaiterait le retour de Vince McMahon, et à côté de ça, de toute manière, il faudrait que ce soit validé par le conseil d'administration, et ce n'est pas sûr que ça arrive un jour. Donc pour le moment, on ne s'attend pas à un retour de Vince McMahon et on peut clairement voir que depuis qu'il n'est plus là, les choses ont totalement changé et on sent vraiment la patte Triple H, notamment Triple H qui a ramené des dizaines de superstars que Vince McMahon avait virés ces 2 dernières années. Donc comme vous l'avez compris, l'année 2022 a été incroyable et je n'ai même pas cité la porte interdite, avec notamment Mickie James qui était apparue au Royal Rumble alors qu'elle était la championne de Impact, ou encore la AEW et la New Japan qui ont fait un show en commun. Donc les choses bougent, les choses changent, les choses évoluent dans le monde du catch. Et j'ose espérer qu'on va avoir une année assez incroyable en 2023. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne année catch 2023, mais également en général, une très très bonne année. Je vous souhaite le meilleur. Réalisez vos rêves, fixez-vous des objectifs. Et sachez que vous pouvez tout faire, vous pouvez tout accomplir. Donc n'écoutez pas les gens qui vous retiennent en arrière, croyez en vous. Et 2023, c'est le moment de tout casser. Donc voilà, c'est tout pour ce top 5 des faits marquants de l'année 2022. Et maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos faits marquants dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!